Bonjour, bienvenue sur Ideos, l'équipe des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose aujourd'hui un podcast autour des conseils de voyage de façon très générique. Je ne vais d'ailleurs pas rentrer dans le détail des destinations, de ce qu'il y a à voir à faire en Croatie, puisque ça, c'est l'objet des podcasts thématiques sur les divers sujets que je peux proposer. J'essaie de répondre le mieux possible aux questions les plus récurrentes sur le groupe Ideos. À force de vous rencontrer sur les salons, une remarque m'est venue à l'esprit, c'est la difficulté que vous avez souvent à identifier qui vous êtes comme voyageur, ce que vous aimez voir et faire. C'est la question que je pose en général pour débuter un échange, hein, pour essayer de comprendre un peu, quelles sont les habitudes de voyage que vous avez, donc les rythmes, comment vous avez envie de fonctionner et si tant est que vous n'ayez pas d'habitude très définie, ce que vous acceptez ou pas de faire. C'est assez important de se connaître pour mieux comprendre à quel voyage on va avoir envie de vivre. Les expériences des voyageurs sont quand même très différentes entre ceux qui ont l'habitude des clubs voyage, vacances, avec, les pieds dans l'eau devant la piscine et peut-être une ou 2 excursions en se disant que c'est déjà très bien et ceux qui sont en road trip à travers la Croatie et qui ont envie de comprendre un peu la variété, la diversité de ce pays. C'est aussi vrai pour ceux qui loueront, un pied-à-terre dans un hébergement donc qui leur a plu éventuellement dans une ville ou un village, qui leur a fait de l'œil et finalement qui vont devoir donc créer un itinéraire autour de ce lieu-là avec la possibilité d'y faire des visites, des activités qui vont leur plaire. Donc en fait, c'est très important d'identifier clairement qui l'on est comme voyageur et c'est pour ça que je voudrais mettre l'attention dans ce podcast sur l'importance de se poser les questions, d'accepter de le faire avec rigueur et avec méthode, parce que c'est aussi ça le problème. Si on ne connaît pas un pays, on est en général perdu parce que déjà il y a tellement d'informations aujourd'hui à disposition sur internet et par d'autres sources qu'on va passer son temps à lire, à regarder des émissions, à regarder ce que disent des guides, à être sur les communautés comme Ideos pour poser des questions, pour voir ce que les autres font, pour essayer de rentrer dans leurs pas ou d'écouter des personnes comme moi qui donnent des conseils assez régulièrement sur un peu tous les sujets. Et en fait, on se retrouve aussi perdu finalement que quand on a débuté la préparation de voyage. Alors comment faire pour essayer d'aller droit à l'essentiel? Bah, justement, c'est de partir des questions à se poser, d'essayer d'y répondre de façon le plus précise possible et donc d'avoir une bonne connaissance de ce dont on a envie. Il ne faut pas simplement écouter des conseils, même des conseils avisés comme les miens, j'espère en tout cas qu'ils le sont, parce que vous considérez que je sais peut-être mieux que vous qui ne connaissez pas encore la Croatie. Il faut vraiment partir de vous et de savoir ce que vous acceptez ou pas comme contrainte et aussi identifier donc tous ces éléments un peu pénibles qui font partie, des aléas du voyage. Alors un aléa, ce n'est pas prévisible. En revanche, ce que j'appelle contrainte, c'est vraiment des éléments qui vont orienter une organisation de voyage. L'une des premières que je peux poser, c'est le temps de trajet par rapport aux routes, à la fréquentation touristique à certaines périodes de l'année, sur certains itinéraires qui font qu'en Croatie, d'une certaine manière, il faut partir du principe que sur une route nationale principalement, mais une route secondaire également, on va rarement rouler au-delà de 40-50 km/h. Ça signifie donc que quand on décide de faire un itinéraire et qu'on ne veut pas aller au-delà d'1 heure de trajet, on ne va pas donc dépasser les 50 kilomètres dans le rayon qu'on a tracé autour de la destination choisie. Donc si vous avez par exemple, décidé de loger à Zadar, sur l'idée de ne pas dépasser, 50 kilomètres, ça signifie que vous n'allez pas aller à Plivice qui est quand même à 2 heures environ par l'autoroute depuis Zadar. C'est important à garder à l'esprit puisque vous-même vous fixez la cohérence de vos déplacements pour savoir un peu à quoi vous attendre. Dans la mesure où vous avez décidé que vous voulez explorer un pays, vous allez emprunter les routes. Les temps de trajet donc sur les routes sont ceux-là et quand vous regardez sur Google Maps, il est important donc de
se le rappeler pour avoir des temps réalistes de déplacement. Puisqu'on ne peut pas prévoir tout ce qui est, bouchons, embouteillages, en fait, ralentissement ponctuel, travaux sur la route. En revanche, on peut quand même partir du principe que si on fait environ 50 kilomètres en 1 heure sur une route, bah, ça signifie forcément que tout ce que vous allez décider comme lieu de visite, temps de déplacement compris, va se situer dans le rayon de 1 heure à 1 heure et demie environ. Donc ça fait grosso modo dans les 80 kilomètres et c'est déjà bien et donc environ 100-120 kilomètres, ce qui correspond donc aux fameux 2 heures de déplacement depuis un point. 2 heures de déplacement aller et 2 heures retour, c'est déjà beaucoup, surtout si vous commencez à vous arrêter sur la route, ce qui est normalement le cas, hein, pour faire du tourisme, pour, vous poser à la terrasse d'un café, pour manger dans un petit resto, pour faire une baignade dans une crique que vous avez dénichée sur la route ou parce que vous avez envie de vous balader dans un village, en plus du temps à prévoir pour la visite elle-même, du lieu principal de votre journée, qui est peut-être une ville comme, Zadar ou Šibenik, Trogir, Split, enfin, voyez un peu comment il faut raisonner. L'autre contrainte aussi qu'il faut garder à l'esprit dans l'organisation de son séjour, c'est, l'impact que peut avoir la météo et surtout, les températures assez élevées sur le rythme de voyage. Souvent, on se rend compte en été, par exemple, que la plupart des voyageurs vont visiter le matin jusqu'à 10-11 heures environ les villes, puis compte tenu de la chaleur, du nombre de touristes de plus en plus important qui peut être très étouffant dans certains centres historiques comme Trogir ou Split par exemple, ou même à Šibenik, vont décider d'aller à la plage, donc aller se baigner et revenir après, donc un temps de plage plus ou moins long, hein, qui va durer peut-être 4 à 5 heures, vers le centre historique à nouveau pour profiter, de la fin de journée et du début de soirée et peut-être de la nuit qui va tomber, qui va vous permettre d'avoir un aperçu de la ville de jour et de nuit. C'est donc très important évidemment d'identifier ce genre de rythme pour comprendre que dans les, organisations de vos séjours, vous allez devoir essayer de suivre en fonction de ces contraintes-là, des départs plus ou moins matinaux puisque, bah, il y a pas de hasard si je vous dis qu'on débute entre 7 heures jusqu'à 10 heures une ville, c'est parce que a priori, soit il y a moins de touristes entre 7 heures et 9 heures, ça c'est sûr que c'est plus ou moins calme, voire très calme et donc on profite d'une ville sans trop de tourisme, ce qui est quand même idéal même en été. Soit on décide donc, de faire un peu comme tout le monde, ce qui est tout à fait acceptable, hein. Mais à ce moment-là, si les visites ne débutent pas avant 10 heures, ce qui est souvent le cas, hein, parce que beaucoup de touristes évidemment n'ont pas envie de se lever aux aurores, ont envie de petit déjeuner tranquillement, vont prendre leur voiture, rejoindre le centre d'une ville et ensuite se poser, donc ils arrivent rarement avant 10 heures et ils partent souvent vers 16-17 heures pour la simple raison que s'ils sont venus de 1 heure ou 1 heure et demie, voire 2 heures de trajet, ils sont quand même obligés de l'intégrer dans leur, déplacement et ça signifie donc que tout le monde se concentre dans les villes un peu au même moment. C'est très vrai du côté de Dubrovnik, qui est une ville où beaucoup de touristes ont envie d'aller, qui sont assez éloignés, même des fois, ils sont basés à Split et veulent quand même voir à quoi ressemble Dubrovnik dans la journée. Donc, ils font entre 6 et 9 heures de route. Dans la journée, aller-retour, c'est quand même beaucoup. Pour voir une ville, donc ils vont arriver rarement avant 10-11 heures et ils vont repartir quand même suffisamment tôt parce qu'il faut faire les 3-4 heures de route pour le retour. Et donc, on se retrouve autour de 17 heures avec une ville évidemment qui a été un peu assiégée entre 10 heures et 17 heures. C'est pareil aussi pour Split quand, des personnes de Zadar, de Makarska viennent dans la ville, bah, c'est vraiment les mêmes logiques. Donc quand on le sait, bon, on peut s'adapter en effet pour faire un voyage qui va être plus ou moins agréable et plus ou moins contraint. Partant de là, vous avez le choix de privilégier un seul point de chute pour votre hébergement et de rayonner autour. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit déjà, les 50 kilomètres, voire 80, c'est très raisonnable, mais assez exigeant parce que si on intègre dans le temps de déplacement, le fait d'arriver dans les centres historiques, en tout cas au plus près de ceux-ci, le fait
visiter les villes, d'intégrer éventuellement des activités, des visites guidées, des balades sur les marchés, une pause resto, bah, les journées vont passer forcément assez vite, surtout si entre temps on fait une baignade aussi. Donc, on a en général envie de faire pas mal de choses dans une journée et au final, on va se rendre compte que compte tenu de ce mode de fonctionnement, on va avoir l'accès à une visite de ville, par exemple, dans une journée, éventuellement s'être baigné parce que c'était agréable de quitter la ville à un moment donné. Éventuellement, vous aurez mangé à un resto ou mangé sur le pouce et profité donc au maximum de vos journées. Et si vous avez envie évidemment de faire des activités un peu de type rando ou dans la nature et pas uniquement dans les villes, ce qui est tout à fait raisonnable aussi quand on est en été. Il n'y a pas que la mer, il peut y avoir des balades sympas dans la nature. Il faut aussi avoir conscience que la météo, heu, commence autour de 30-35 degrés assez tôt dans la journée, ce qui signifie que la chaleur est pesante, que si on veut randonner, il faut privilégier vraiment le matin et à ce moment-là, accepter d'être vraiment lève-tôt, d'avoir, possibilité de randonner des itinéraires, de 3-4 heures qui vont quand même se retrouver avec, le début de la chaleur la plus forte et donc bien prévoir les zones dans lesquelles on se rend, c'est-à-dire qu'elles soient à relative proximité de là où vous êtes, hein. Parce que si vous devez aller randonner, mais que vous avez déjà 1 heure et demie ou 2 heures pour rejoindre le lieu en question, bah, vous n'allez jamais arriver suffisamment tôt, à part de partir vraiment au milieu de la nuit. Or quand on est en vacances, on a quand même envie de se reposer, on va donc pas s'aménager de tels rythmes. Je voulais aussi vous rappeler que quand on se demande qui on est, on se posera la question de ce qu'on recherche. Tout le monde va nous dire un peu la même chose: «Oh, j'aime visiter les villes». Alors mais pas trop parce que quelque part, j'ai envie de flâner, mais pas vraiment de payer les musées. Les musées, c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai pas envie de payer l'entrée des églises ou des cathédrales ou alors une peut-être et encore. Je ne suis pas donc très intéressée par les visites culturelles ou historiques, c'est un peu ce que ça veut dire et à ce moment-là, c'est quand même une histoire différente de vouloir visiter une ville avec toute la richesse qu'elle a à offrir à ce niveau-là, donc les patrimoines culturels et historiques, en mettant donc un certain prix pour ce budget, musée, que de flâner dans des rues tranquillement sans avoir à débourser quoi que ce soit, mais en sachant que flâner ne prend pas non plus, beaucoup de temps parce que les centres historiques dans les villes, quelles qu'elles soient, même les plus connues comme Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar, un peu Šibenik également, sont très réduits et donc se parcourent facilement avec les rues adjacentes autour du centre historique, avec en général la cathédrale, la place centrale qui définissent tout le centre névralgique, de ces, lieux-là. Donc il faut avoir en tête que si vous avez l'intention de vous balader dans des villes, le temps de visite n'est absolument pas le même. On peut être autour de 3-4 heures, sans difficulté pour avoir un petit aperçu, prendre des jolies photos, se poser à une terrasse et compte tenu donc de la taille très réduite des villes, ce n'est pas nécessaire d'envisager plus et d'ailleurs tous les guides que vous pouvez contacter sur Ideos qui font des visites guidées vous le confirmeront. Leurs offres sont souvent de 1 heure et demie, 2 heures parce que c'est le temps qui peut être utile pour avoir accès à l'essentiel des points stratégiques de la ville en apprenant donc l'histoire et en voyant tout ce qu'il ne faut pas manquer en général, c'est pour ça qu'on prend un guide, hein. S'ils le font dans ce temps-là, c'est aussi parce que les centres historiques le permettent. C'est sûr qu'on n'est pas à Prague, ou à Budapest où vraiment, il y a une très, très grande distance entre certains sites. Les villes historiques en Croatie sont très resserrées y compris d'ailleurs la capitale Zagreb, qui est organisée de telle sorte qu'on peut facilement, autour de 4-5 kilomètres de marche, même moins, avoir un aperçu de tous les sites essentiels à pied. Donc vous voyez que normalement les villes ne sont pas très exigeantes. La difficulté qu'il peut y avoir dans certaines villes, c'est qu'elles sont un peu sportives parce qu'il peut y avoir des ascensions de marche, surtout du côté de Dubrovnik, un peu du côté aussi de Šibenik. On a, des, montées, des rues en pente
et ça peut être pénible pour les personnes, en tout cas, qui sont pas très sportives ou qui ont pas envie de monter beaucoup de marches. Mieux vaut limiter, sachant que les rues sont aussi très étroites en général, donc d'autant plus étouffantes en été et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y passer très longtemps dans les villes parce que la chaleur est trop forte et l'appel de la mer est presque systématique. Même quand on n'est pas très farniente ou plage, on va être amené à aller à la plage à un moment ou à un autre pour se rafraîchir. Donc si vous avez l'intention de visiter une ville de façon approfondie, soit vous pouvez décider d'investir dans une visite guidée pour déjà avoir pris des repères, comprendre un peu la ville, son histoire et son lien à l'ensemble du pays. C'est possible avec Valentina, par exemple, qui vous montrera à quel point une ville comme Zadar est sûrement la plus intéressante et instructive pour comprendre l'ensemble de l'histoire de la Croatie et pas juste de la Dalmatie. Et Dubrovnik également, qui est une ville où l'on peut découvrir tous les liens avec l'histoire également, grâce à la France, à l'épopée, napoléonienne qui a été donc, jusque dans la région de Dubrovnik avec la route Napoléon. Vous pouvez découvrir plein de choses que vous ignorez peut-être et si vous le savez, en tout cas, vous pourrez rafraîchir votre mémoire historique en apprenant plein de choses sur les liens avec la République de Venise, bien sûr, puisque elle a longtemps dominé, toute l'Adriatique et donc tout ce qui permet de mieux comprendre, le rôle de chaque ville et son histoire dans la région et dans le pays dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est toujours intéressant, hein. Si vous avez envie, bien sûr, de faire des visites de musées, les temps, vous aurez, sans problème les références des temps souhaitables, pour les divers musées, hein, un minimum 1 heure parce que quitte à payer quand même l'entrée dans un musée, avoir un minimum de temps de visite également. Donc 1 heure, c'est minimum syndical, on va dire. Mais après au-delà, sûr qu'on peut passer, 2 heures dans le musée du verre, hein, voire plus parce que ce musée du verre de Zadar est quand même très, très riche. C'est la plus grande collection de verre, d'Europe avec tous les vers de l'Adriatique qui ont été, récupérés depuis l'Antiquité. Il y a également, bon, des musées, très intéressants comme le musée, des illusions, qui peut être très sympa en famille, du côté de Zagreb. Le musée des cœurs brisés, moi je ne recommanderais absolument pas parce que vraiment c'est le côté attrape touriste par excellence, hein. On n'a pas spécialement appris grand-chose sur la Croatie en allant au musée des cœurs brisés. En revanche, si vous aimez l'art, vous avez le musée d'art naïf qui vous permet de découvrir tout ce pan artistique qui est né donc en Croatie, du Nord et qui vous sera donc révélé à travers de magnifiques œuvres. Puis, de toute façon, à Zagreb, vous avez des tas et des tas de musées. C'est une ville qui peut être investie justement par les amateurs de culture et d'histoire, ou qui cherchent des des éléments plus récréatifs, hein, pour les balades avec les enfants. Il y a aussi des musées scientifiques, les musées du chemin de fer, le musée de la ville, bien sûr. Et c'est valable pour toutes les villes, hein. Vous avez dans chacune un ou 2 musées phares qui va sûrement être intéressant, comme le palais du recteur du côté, de Dubrovnik, avec la possibilité de voir la plus ancienne pharmacie de Croatie, un cloître également magnifique, tout le centre, névralgique et politique de la ville de Dubrovnik, donc avec ce palais-là, qui à lui seul coûte 15 €, mais qui peut être visité grâce au pass Dubrovnik qui coûte lui 35 € et qui vous permet de visiter éventuellement le palais du recteur, le musée de la mer, le fort Saint-Laurent à l'intérieur des remparts, faire le tour des remparts, visiter le musée ethnographique également, ainsi que diverses galeries, d'art ou maisons, spécifiques. C'est donc un très bon investissement pour avoir un aperçu de ce qu'offre la ville de Dubrovnik et là, il faut profiter du pass au moins pendant 24 heures, donc amortir la visite, ça signifie qu'on va intensivement visiter et ben, l'avantage des musées, c'est aussi qu'en été, il y a l'air conditionné et qu'on va pouvoir fuir un peu la chaleur grâce à ces ambiances beaucoup plus agréables et qui vous permettent d'accéder donc au patrimoine et à la richesse des villes. Donc on est bien d'accord que visiter une ville, ça suppose de se demander quel budget on va investir, ce qu'on a envie de faire et de voir dans une ville et on répond vite à la question quand on se pose la question honnêtement en fait. On n'essaie pas,
de faire comme si on allait tout voir, tout faire évidemment et en même temps, à l'inverse, on essaie d'identifier clairement ce qui nous intéresse. Les fans de Game of Thrones, par exemple, à Dubrovnik, normalement, leur priorité, ça va être de visiter les lieux de tournage de la série, d'essayer de trouver toutes les références, tous les lieux où la série a pu avoir, des lieux intéressants comme donc, l'île de Lokrum où se trouve le trône officiel. Ensuite, l'arboretum de Tresteno, qui est aussi, l'un des sites sympas à découvrir et donc quand on est fan de Game of Thrones, vous voyez qu'on répond assez vite à cette question. Si on se tourne vraiment qu'autour de ce qui concerne la série, on aura ces lieux à visiter, donc on quittera sûrement Dubrovnik à un moment. Évidemment, heureusement que Dubrovnik n'a pas attendu Game of Thrones pour être intéressante et incontournable, hein. Je lisais une enquête qui a expliqué que 80 des touristes aujourd'hui venaient à Dubrovnik à cause de Game of Thrones. Eh bien, écoutez, chacun son motif. Après tout, l'important, c'est de venir à Dubrovnik. Espérons quand même que vous compreniez l'intérêt de la ville en dehors de cette série. Du coup, pour revenir aux conseils généraux que j'avais envie de vous donner, quand on parle vraiment de ce qu'on a envie de voir et de faire, se poser les questions objectivement, c'est aussi essayer de poser des limites et d'avoir conscience justement de ce qu'on veut faire ou pas. Souvent, vous venez avec l'envie de voir des beaux paysages et éventuellement de randonner. Bah, aucun de nous ne met la même chose derrière le mot randonnée. Randonnée pour certains, c'est marcher dans la nature, hein, sans, chercher ni un parc national ni expérience spécifique. Pour d'autres, c'est vraiment faire des des sites incontournables ou des parcs nationaux ou naturels dans lesquels il y a des circuits qui nécessitent un temps minimum ou un temps maximum selon les ambitions. Et à partir de là, on n'est pas du tout dans les mêmes registres, ni dans les mêmes contraintes. Donc c'est important aussi de savoir ce que vous entendez par randonnée. Si c'est simplement, de trouver des lieux sur lesquels vous pouvez aller vous balader à pied, marcher sur des sentiers très agréables, vous avez ça par exemple depuis des villes comme Korčula, comme Hvar. Sur les îles, en fait, on a beaucoup de sentiers très sympathiques que je vous recommande absolument. Souvent, on se demande comment se déplacer, sur une île. Si on aime la randonnée, on peut le faire sans problème à pied, car il y a justement tous ces sentiers qui favorisent la découverte de l'île un peu approfondie, en prenant le temps, exactement ce qu'est l'esprit de randonnée d'ailleurs, hein, sans avoir besoin d'être dans un parc national qui définirait des parcours absolument à faire comme Plivice ou Krka le propose. Ou Paklenica, par exemple, si vous êtes en Dalmatie, ou le parc de Millet où on va autour des lacs et où en effet on randonne dans le cadre d'un parc national où on est censé suivre des itinéraires qui, en fonction du temps disponible, vont nous offrir des visites et des expériences un peu différentes. Soyez donc le plus précis possible quand vous vous posez la question des randonnées que vous voulez faire et voir. Ne surestimez jamais vos capacités en tenant en compte soit la chaleur donc en été qui est très importante et qui va perdurer même en septembre, soit éventuellement, les rythmes de randonnée qui vont être différents puisqu'au printemps, il y a quand même des aléas climatiques qui vont faire que certaines zones sont plus ou moins pertinentes ou accessibles ou pas nécessairement ouvertes puisque tous les parcs nationaux et naturels n'ouvrent pas l'ensemble, de leur zone, puisque ça suppose d'embaucher du monde et que le tourisme n'est pas suffisamment présent en Croatie pour ce faire. Donc ils préfèrent laisser fermer ces sites et ne les ouvrir que quand le tourisme revient de façon, plus prégnante et à ce moment-là, on est en haute saison entre juin et septembre. À ce moment-là, tous les parcs sont ouverts dans leur ensemble, ce qui n'est pas le cas hors saison. En avril, par exemple, on ne peut pas visiter tout le parc de Kerkat, bien qu'on en ait envie peut-être, parce que justement les accès ne sont pas ouverts dans certaines zones de l'intérieur des terres que je recommande pourtant, du côté de Manojlovac avec les chutes par exemple, le monastère de Kerkat qui est magnifique mais qui ne se visite pas en avril. Et il faut donc garder à l'esprit que la période à laquelle on visite va conditionner pas mal du reste de vos choix, va vous permettre de définir déjà le temps disponible pour passer du temps dans ces lieux. Ensuite, les temps raisonnables à consacrer aux randonnées,
puisque, mai, juin sont quand même beaucoup plus agréables pour randonner que le cœur de l'été quand il y a autant de chaleur à subir. Et si de toute façon vous aimez, la randonnée, bah, vous êtes soit très, très habitué à ça et donc ce que je vous dis, c'est une formalité. Vous pouvez regarder les sites comme Outdoor Active et alltrails.com qui sont des mines d'informations pour tout type de randonneurs avec des randonnées pédestres, à vélo, en VTT, vélo électrique. Enfin, ils ont vraiment un panel de randonnées impressionnant avec des retours, de voyageurs qui permettent d'identifier les niveaux de difficulté, les durées souhaitables pour faire ces parcours-là et donc les contraintes que les, voyageurs en question ont rencontrées, et auxquelles ils ont fait face et donc toute l'expérience de terrain remonte grâce à ce système de randonnée qui est un peu collaboratif, mais qui est vraiment très utile pour, prévoir les randonnées et à ce moment-là, justement, si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas à trop comment randonner, où randonner, bah, c'est simple. Vous allez sur ces sites-là qui sont des références pour moi. Vous allez indiquer votre point de départ ou la zone autour de laquelle vous voulez randonner et vous n'aurez que l'embarras du choix. Vous me direz: «Mais à quoi ça m'avance puisque j'ai que l'embarras du choix?» Beh, justement parce que vous allez filtrer en fonction des niveaux de difficulté. Vous allez donc trouver des durées de trajet qui seront sûrement plus intéressantes parce que ce n'est pas la même chose de faire 5-6 kilomètres sur un sentier sympa depuis Korčula ou de se lancer dans une boucle de 20 kilomètres, par exemple, et forcément les niveaux de visite ne seront pas les mêmes, mais vous aurez toujours la possibilité de trouver quelque chose qui devrait vous plaire en fonction du temps disponible. Donc on commence finalement par ce qui est le plus pertinent et le plus enrichissant. Quand on a défini le lieu dans lequel on va se baser pour faire ces découvertes, on pourra trouver sans problème les ressources qui nous mèneront au meilleur choix pour nous. De toute façon, le groupe Idéos est aussi là pour répondre à vos questions si vous avez des demandes spécifiques. Mais l'objectif pour vous, c'est d'être aussi des acteurs de votre voyage, de vous prendre en main, d'essayer de partir à la recherche des informations de la façon la plus simple et claire possible et de structurer votre programme pour pouvoir accéder aux activités et aux visites qui vous conviendront le mieux. Si vous avez des enfants, c'est d'autant plus important de se poser les questions puisque les lieux que vous allez retenir pour, l'hébergement seront souvent associés à des possibilités d'activités, l'éventuelle présence de parcs d'attractions, des parcs aquatiques qui font que pour beaucoup de parents, c'est une solution assez facile d'avoir un parc pas loin, pour, promettre justement aux enfants d'avoir ce côté très récréatif et donc, si c'est la recherche que vous avez, puisque vous n'allez peut-être pas loger au camping, dans des campings qui sont en tout cas équipés avec des toboggans, des tas de piscines. Si vous faites le choix d'un hébergement plus classique et que vous voulez ce genre de moment, bah, c'est simple, il suffit, de repérer évidemment les zones dans lesquelles il se situe. Ce n'est pas très compliqué puisque la Croatie n'a pas beaucoup de parcs de ce type. Donc du côté de Poreč en général en Istrie, du côté de Šibenik, donc aussi la région de Pakistan, en Dalmatie, ça peut être très, très bien. L'acrobranche, il y en a un dans la zone de Dubrovnik, il y en a d'autres ailleurs, hein. C'est simplement pour vous dire que si on cherche ce genre d'expérience, c'est aussi facile de trouver finalement les points de chute, et les lieux dans lesquels on va séjourner puisque l'un est conditionné à l'autre. Donc je ne vais pas aller au-delà de ces conseils très généraux comme vous l'avez remarqué, qui vous permettront de vous poser des questions, et en fait, pour l'organisation d'un voyage, c'est assez simple de se poser les questions de façon donc, structurée. C'est-à-dire: comment arrivez-vous en Croatie? Êtes-vous obligé de partir et de revenir du même aéroport? Avez-vous plusieurs choix d'aéroports? Si oui, lesquels? Et à ce moment-là, c'est sûr que pour certains voyageurs, le choix va être vite réduit, puisqu'ils n'auront accès qu'à certains aéroports, voire un ou 2 en Croatie. Donc ça ne sera pas très compliqué de choisir la zone dans laquelle vous allez, vous baser. Ensuite, est-ce qu'il y a des inconvénients et des contraintes budgétaires qui font que, certaines destinations sont vraiment accessibles, tandis que d'autres seraient quand même
plus prohibitif pour vous, ben, là aussi, c'est facile de répondre en faisant quelques simulations. Faut savoir qu'une ville comme Dubrovnik, quand même, a la réputation d'être la plus chère de Croatie en haute saison. C'est le cas pour les hébergements, mais aujourd'hui, Split commence à la tutoyer beaucoup, hein. Elle est en train de concurrencer parce qu'il y a tellement de monde qui arrive à Split que finalement, bah, les Splitois en profitent et donc on se retrouve avec des prix d'hôtel, par exemple, très, très onéreux en été. Alors s'ils ont une piscine, c'est encore pire, hein, puisque ça, c'est le comble du luxe. Donc il faut justement partir de ces contraintes et de ces limites budgétaires. Ça permet aussi d'éliminer beaucoup de choses, en fait, puisque si vous avez des moyens un peu plus limités, on va éviter toutes les villes touristiques et on va privilégier les villages qui sont à distance raisonnable, 20-25 kilomètres, ce qui pour beaucoup de touristes est déjà loin alors qu'en réalité, c'est très accessible d'aller dans les villes malgré tout. Elles sont souvent connectées d'ailleurs avec des bus, donc c'est pas très compliqué. Mais pour certains touristes, c'est trop loin. Ils préfèrent être vraiment dans la ville pour pas s'embêter. Et à ce moment-là, ah ben, les prix évidemment flambent à Split, commencent à grimper de plus en plus du côté de Šibenik, mais aussi Trogir et Zadar. Et finalement, on se retrouve avec des destinations très onéreuses et d'autres qu'on ne connaît pas puisque, bah, les touristes rarement ont entendu parler des petits villages. Ah, si je voulais, parler de Castel Campbellovac à Castelștari, je pense que vous n'avez pas trop entendu parler de ce nom alors que votre aéroport à Split est à Castelștari, par exemple. Voilà, c'est des aéroports, donc on n'a pas trop envie d'être aux abords de l'aéroport à cause des nuisances. On va donc évacuer un peu ces destinations et puis de toute façon, on n'a pas fait attention au nom de la ville à côté de laquelle se trouve l'aéroport principal, parce qu'on nous parle de l'aéroport de Split ou de l'aéroport de Zadar. Et finalement, comme pour Dubrovnik d'ailleurs, ils ne sont pas dans les villes, mais à 20 kilomètres environ et à ce moment-là, on se retrouve donc avec des villages dont on n'a peut-être pas entendu parler, mais qu'il n'est pas inintéressant de garder à l'esprit parce qu'ils ont un côté pratique. Le fait d'ailleurs qu'il y ait la présence des aéroports, en fait, peut entraîner une baisse des prix pour la simple raison que la nuisance qui est associée à l'aéroport peut être un frein pour certains et ça explique pourquoi on peut y trouver des très bonnes offres aussi. Donc il faut essayer de voyager l'esprit ouvert et de tirer parti de toutes les situations et donc de tous les éléments de ce type. Une fois que vous avez défini donc l'aéroport par lequel vous arrivez et celui d'où vous repartez, vous allez donc avoir besoin d'un certain nombre d'hébergements et là aussi, pour répondre à la question de ce nombre d'hébergements, il suffit de se demander combien de kilomètres vous acceptez de parcourir depuis le lieu où vous séjournez et à ce moment-là, le rayonnement va être assez simple à mettre en place puisque une fois que vous avez fait un cercle avec le nombre maximum de kilomètres, vous allez pouvoir repérer les lieux à découvrir et ce sera donc plus pratique pour vous de savoir quoi voir et quoi faire à ce moment-là pendant le temps de séjour disponible. Et vous allez évoluer vers l'autre point évidemment de chute que vous avez choisi, voire un troisième ou un quatrième. Le choix de plusieurs points s'impose quand on veut réduire les temps de trajet, passer plus de temps à visiter et moins de temps à bouger sur la route et donc à perdre du temps avec les risques d'embouteillage qui vont avec en été et surtout les ralentissements parce que vous êtes nombreux sur la route magistrale et donc on va vraiment pas vite avec beaucoup de tournants, de lignes continues, de changements de vitesse un peu permanents, de villages à traverser avec donc les changements de vitesse encore plus vrais, les zones à 30, à 40, à 50. Puis en Croatie, c'est vrai que c'est un peu anarchique, hein. Il y a des changements un peu permanents sur certaines zones, donc on ne roule jamais à vitesse, fixe. Même si les Croates, puisqu'ils ont pas toujours un très grand respect des vitesses, de déplacement, mais il y a beaucoup de contrôles de police, en tout cas, de plus en plus de, radars automatiques qui peuvent, vous sanctionner. Donc on évite évidemment les dépassements de vitesse, hein et à ce moment-là, quand on respecte les vitesses, ben, on va se retrouver avec des temps de déplacement comme ceux que je vous ai indiqués précédemment. Je vais m'arrêter là puisqu'il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations dans ce, podcast. J'espère qu'elles vous auront été utiles et qu'elles vous aideront à vous poser les bonnes questions et une fois que vous aurez donc, réfléchi aux lieux qui vous semblent non négociables, aux envies d'activités
ou de visites qui vous semblent là aussi incontournables, ça devrait être quand même plus simple pour vous d'essayer de répondre à vos questions et de structurer votre itinéraire et les temps nécessaires par jour pour répondre à vos envies. Merci pour votre attention et pour votre confiance et à bientôt pour un nouveau podcast.